Bonjour à tous, bienvenue dans ce 71e de mon podcast créatif où je parle principalement tricot, mais il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter et ces derniers temps, comme dirait ma copine Aïcha, la partie tricot, voilà, un peu rétrécie, mais aujourd'hui il devrait y avoir un petit peu plus de choses, enfin, vous allez voir. Donc justement au programme de cet épisode, il y aura une partie tricot avec un projet fini. Mais c'est un projet fini d'il y a plusieurs mois que je vous montre maintenant parce qu'il est sorti, mais je vais vous expliquer. En revanche, depuis la dernière fois, j'ai un projet fini, mais qui est secret, que je ne peux pas vous montrer. Je vous parlerai de... Enfin, du coup, les encours, je vous en parlerai pas trop, mais je vous parlerai de mon futur projet. Enfin, du coup, c'est... Je vous parle d'un projet fini il y a longtemps et je vous parle d'un futur projet. Voilà, en gros, mais j'ai des choses à dire sur tout ça. Je vous parlerai d'un nouvel écheveau dans mon stash. Et enfin, je ferai une autre partie qui ne sera pas de la couture parce que j'ai pas beaucoup cousu. Et le peu que j'ai cousu, c'est un test. Je vais pas vous parler de la partie enfant. En revanche, je peux vous dire que j'ai fait une vidéo sur les puzzles depuis le dernier épisode. C'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Voilà, c'est de vous livrer mon expérience de maman, comment mes 3 enfants ont découvert les puzzles et l'évolution en fait, parce que enfin voilà, tous les enfants ont beau être différents, mes 3 enfants ont beau être différents, malgré tout, un enfant quand il est petit, il commence pas par les puzzles de 1000 pièces avec des pièces toutes petites pour aller à des grosses pièces, non, il y avait chez mes enfants, il y a eu une certaine évolution, donc voilà, dans cette vidéo, je parle de ça. Donc je me répète, ce n'est que mon expérience de maman, je ne travaille pas du tout dans le domaine des enfants, mais j'ai juste eu la chance d'être à la maison les 3 fois, à chaque frénésie puzzle pour chacun de mes enfants, ils sont tous les 3 passés par une frénésie puzzle à peu près, vers 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans, et voilà, du coup, je dis ce que j'ai observé sur cette période, voilà. Donc soit ça vous est utile, tant mieux. Sinon, si c'est pas le cas, vous pouvez aussi échanger en commentaire. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir les autres expériences. Et même s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et tout, ça m'intéresserait aussi d'avoir leur avis, quoi. Voilà, donc pas de partie enfant. Et qu'est-ce que j'avais pu mettre comme partie ces derniers temps? Pas de partie jardin, même si les roses, elles ont l'air en forme en ce moment. Par contre, une partie lecture, parce que je vous avais fait un méga teasing la dernière fois, et il est temps quand même de vous dévoiler quel est mon nouveau livre. Voilà, du coup c'est parti. Alors, toute petite partie blabla pour vous dire que cette semaine, nous sommes en semaine de concours. Voilà, pour fêter les plus de 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube, bien dépassé, et pas encore 5000 abonnés sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui concernent, la vidéo du jour qui concerne ce concours ou le post du jour qui concerne ce concours si vous souhaitez participer. Voilà. Au niveau de la tenue, il n'y a pas de fait main, j'ai juste mis des boucles d'oreilles. Voilà, que je vous ai déjà montré, en fait je les porte énormément et il faudrait que je m'en fasse d'autres dans ces couleurs-là. Alors, la partie tricot, donc je commence avec un projet fini, donc vous voyez l'histoire des projets secrets, des encours secrets, c'est que je vous montre pas quand je tricote, mais en fait 3 mois après j'arrive avec un super projet terminé, voilà. Donc en fait, après ça roule en fait. Comme je vous dis, j'en ai terminé un que je peux pas vous montrer maintenant, je vous le montrerai dans plusieurs semaines. Mais maintenant, je peux vous montrer un fini d'un c'est final, voilà. Donc c'est un châle que j'ai testé pour Bérangère Caillot, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Lilophile. Alors Bérangère Caillot, elle a designé beaucoup de choses et moi j'avais déjà tricoté d'elle le gilet Manzo et le châle Brium. Et le châle Brium, c'est moi je l'adore. C'est un châle que
En fait, il a la réputation d'être petit. Enfin, j'entends pas que du bien sur ce châle. Et je comprends toujours pas parce que moi je l'adore. Enfin, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Donc rapidement le Bryum, hein, même si c'était pas ça que je voulais vous montrer au début, mais le Bryum, je l'ai tricoté avec des écheveaux de Tute The Uncommon Thread. Les coloris, je me rappelle juste du jaune qui s'appelle Golden Praline, l'autre je sais pas. Ce jaune, je l'adore, il est vraiment magnifique. C'est le tout premier châle que j'ai tricoté. C'est comme ça que j'ai commencé les podcasts. Mes podcasts, enfin mon podcast. Dans les premiers épisodes, je vous parlais de ce châle. Ça a été, enfin voilà, j'ai adoré le tricoter. Pour la petite histoire, c'est même Bérangère qui m'avait vendu les écheveaux sur le stand des petits points parisiens, si je me trompe pas. Et je ne savais même pas que c'était Bérangère. Et en fait, elle me montrait, enfin, je lui posais des questions sur ce châle-là qui était, je crois, qui était exposé. Je lui en faisais des compliments et tout, sauf que en fait, c'était elle qui l'avait designé. Je savais pas, enfin bref. Et donc moi je l'adore parce que je trouve qu'il est facile à porter. Alors moi j'ai souvent quelque chose autour du cou parce que je suis fragile de la gorge, mais en fait peut-être que même si j'avais rien autour du cou, je serais aussi fragile et pas plus, mais bref. Et ce qui fait qu'en fait je porte des châles, mais j'ai pas envie de dire toute l'année parce que surtout avec l'été qu'on a eu, voilà, il y a quand même des jours où j'ai pas porté de châle. Mais même au printemps ou début d'automne, même si c'est que pour le matin, enfin j'aime bien quand même avoir un châle autour du cou et en ce moment je vais pas sortir mon Fine Your Fate quoi. Enfin je sors un petit châle et du coup c'est celui-là il est parfait. Enfin j'adore, je l'adore. Voilà donc je le conseille si vous le connaissez pas. Je le trouve très pratique. Il est pas si petit non plus, c'est quand même pas un châle, un écheveau. Il a une forme qui fait qu'il est quand même assez large, quoi. Donc voilà, c'est un vrai chouchou et surtout ce point, quoi. Ce point dont je suis méga fan. Bref, donc Bérangère, c'est aussi ce châle-là. Et je pense que c'est le châle que j'ai dû le plus porter. Et il va justement falloir que je me refasse plus de petits châles. Parce que, enfin, il est superbe et tout, mais il a quand même pas des coloris vraiment de printemps. Et voilà, du coup, il me faudrait peut-être peut-être le même en fait, avec des couleurs de printemps, je ne sais pas. Alors, donc, celui dont je vais vous parler, c'est un châle qui s'appelle Arali, que j'ai testé pour Bérangère, et en fait qui est sorti dans une box avec le chat qui tricote. Et pour l'instant, ce modèle n'est pas encore sorti sur Ravelry, mais ce sera le cas bientôt, d'ici moins de 2 semaines. Voilà. Donc, c'est un châle rayé. Alors, faut un peu le deviner, mais je vous assure, il est rayé. Et la caractéristique, c'est ce côté parce qu'il y a une torsade tout le long. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, au niveau des fils que j'ai utilisé le coloris Antoinette. C'est l'uni en fait. Euh, Peut-être que là on voit plus en fait. C'est l'uni. Donc ce coloris Antoinette, c'est de la marque Arcoiris Yarn. Voilà, et comme j'ai dit 10 millions de fois Ludivine, et donc je le redis, je crois que j'avais déjà dit aussi dans mon podcast, le coloris Antoinette, c'est un coloris magique. Voilà, il faut le savoir. Surtout en période de knittage, c'est un coloris qui est magique. Ça veut dire que j'ai plusieurs écheveaux solitaires dans mon stash. Le coloris Antoinette va avec tout. Voilà, il est magique. Voilà. Donc vraiment superbe couleur. J'aime vraiment beaucoup. Et alors l'autre écheveau, j'allais dire l'autre couleur, mais en fait c'est pas vraiment une couleur parce que c'est plein de couleurs. L'autre écheveau, c'est un écheveau de Trélise que j'avais gagné à un concours organisé par Trélise. Et en fait, il y avait, enfin, je vous en avais parlé certainement, mais il y a un petit moment, j'avais gagné 7 écheveaux et il y avait des mini avec pour faire des chaussettes. Donc j'ai débuté les chaussettes il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas encore prête à utiliser des superbes écheveaux comme ça pour faire des chaussettes. Par contre, sur un châle, c'est super. Et du coup,
sur ce coloris, cet écheveau qui change de couleur de la marque Trélise, il y a parfois des... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si, peut-être un petit peu là. Il y a parfois là des endroits, on voit quasiment pas que c'est des rayures parce qu'en fait, c'est comme si que le coloris Antoinette était un petit peu dans cet écheveau de Trélise. C'est un pur hasard, c'est des couleurs très proches, c'est pas exactement ça, mais voilà. Donc c'est pas les écheveaux qui contrastent le plus au monde, hein. On n'est pas sur un blanc et un noir. Si vous avez vu les autres versions des testeurs, et notamment la version de Bérangère, c'est deux couleurs pleines. Donc on voit vraiment que ce sont des rayures. Et du coup, la torsade ressort certainement mieux que la mienne. Voilà. Mais en fait, enfin, j'aime bien. J'aime bien ce mélange fondu, je sais pas. Je, euh, Limite, je le classerais dans mes chalunis, en fait. Ouais, limite, je le classerais dans mes chalunis parmi ceux que j'ai. Donc hyper addictif. Il a été hyper addictif. Vraiment, à tricoter, ça a été un bonheur, ça va très vite. Moi, j'ai aucun souci avec le jersey, avec le point mousse. J'ai aucun souci avec le jacquard, j'ai aucun souci avec les torsades. Chaque tricot trouve sa place, on va dire. C'est pour ça que je suis souvent multi en cours, même si ça m'agace de plus en plus. Mais c'est un tricot qui peut en ennuyer certains, mais c'est un tricot très bien pour lire en même temps, pour regarder un truc où on doit être plus concentré à la télé. Je sais pas. Enfin, je trouve qu'il trouve sa place et je ne me suis pas ennuyée et j'ai trouvé addictif. Et il y a quand même ce rythme des rayures. Donc on fait un aller-retour avec une couleur, l'aller-retour suivant avec l'autre et on change. Voilà. Et cette torsade. Et donc vous voyez, là il y a tout un jeu en plus de mailles qui ressort. Donc c'est en relief quoi. Enfin c'est chouette, j'aime beaucoup. Et c'est une torsade qui est faite sans aiguille à torsade. Ouais, et ça c'est bien aussi parce que euh, j'ai fait des pulls irlandais, j'en ai pas fait 50 000, j'en ai fait certains, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je veux refaire. Euh, voilà, enfin, bref, j'aime beaucoup les pulls irlandais. J'ai jamais trop eu de mal avec l'aiguille à torsade, mais des fois, c'est... Enfin, en fait, on sent le temps que ça prend de mettre des mailles sur une aiguille à torsade, de tricoter après. Enfin, rien que ça, enfin, l'utilisation de l'aiguille à torsade euh, casse un peu dans la fluidité du tricot. Enfin, je trouve que ça casse le rythme. Alors que le fait de faire les torsades sans aiguille à torsade, bah, en fait, le mot que j'ai envie de dire, c'est on gagne du temps. Voilà. Encore une fois, oui, on gagne du temps sur un loisir. Mais voilà, ça rend le tricot plus fluide, quoi. C'est-à-dire que si je suis en train de lire, en tricotant ça, je vais pas être obligée d'utiliser. J'ai l'impression qu'avec une aiguille à torsade, on a 50 mains, on prend l'aiguille, enfin, ça oblige à faire une sorte de pause, en fait. Voilà. Mais là, pas d'aiguille à torsade. Voilà. Donc sinon, châle triangulaire, assez large. J'avais fait quelques photos cet été à la plage, un jour où il y avait vachement de vent, ce qui compliquait un petit peu les choses. Donc on peut porter le châle comme un chèche. Voilà, hop. Au choix, même s'il fait très très froid, je suis convaincue que je peux faire un tour en plus. Donc, donc voilà, vraiment je l'aime beaucoup. C'est un vrai coup de cœur, tant le modèle que les couleurs. Donc je vous le conseille, soit avec la box du chat qui tricote, soit vous attendez que le patron sorte sur Ravelry, quoi. Voilà un cours secret, un projet secret dévoilé. Alors, mini point sur les encours, même si je ne vous en parle pas. Donc j'ai toujours mon pot fil d'art qui est mon encours bonus vif d'or pour le Knitich. Puisque grâce à lui, il me permet de faire beaucoup de mètres en peu de temps. Donc voilà, la dernière fois, ouais, au dernier match, j'ai pu attraper un vif d'or, notamment grâce à lui. Donc je ressortirai cet encours bonus
pour l'instant, pour le knit-stitch, nous sommes en pause. Enfin, je vous en reparle un petit peu après du knit-stitch, mais nous sommes en pause, donc je ne vais surtout pas le tricoter pour l'instant. Je le ressortirai au prochain match. Au niveau des autres en cours, donc je vous avais dit la dernière fois, enfin j'avais 2 projets secrets sur lesquels j'étais, en fait c'était mes 2 en cours principaux, et il y en a un qui est terminé, et il y en a un qui est assez proche de la fin, donc c'est bien. Voilà. Et dans les autres en cours, j'avais aussi les chaussettes que j'ai toujours pas avancé, mais avec là, j'ai l'impression d'avoir une voix qui se dégage devant moi avec ces histoires d'encours qui se terminent. Bien, je vais pouvoir avancer les chaussettes, notamment le soir, parce que si j'arrive à tricoter pendant la sieste de ma dernière, si j'enregistre pas de vidéo pendant ce temps-là, je préfère lire et je pourrais pas faire les deux en même temps. Voilà, et les chaussettes, c'est le modèle que Corey Minaldi, notre super Dumbledore, a designé pour cette édition du Knit-Stitch, et ça s'appelle Deuxième année à Poudlard. Et du coup, sur le modèle des chaussettes, ça reprend tous les éléments de ce deuxième volet de la série d'Harry Potter. Alors, je passe maintenant au futur projet. Alors, le futur projet, il y en a plusieurs qui me tentent beaucoup, une dizaine. Enfin voilà, il y en a quand même certains qui me tentent vraiment beaucoup, mais je me suis dit, allez, je repasse au jacquard, hein, avec ça dont je vous avais montré, ce magazine, ce catalogue. On commence à revoir un peu de jacquard, et puis voilà, enfin du coup, moi vous savez à quel point j'adore cette technique. Et donc voilà, c'était le moment de m'y remettre entre guillemets. Alors, je vous avais déjà expliqué que j'aimais beaucoup Marie Wallin, les designs de Marie Wallin, et en particulier, enfin pour moi Marie Wallin c'est les jacquards, c'est surtout ces jacquards magnifiques qui m'attirent en fait. J'avais jamais encore tricoté de modèle designé par elle. Que vous dire d'autre? J'ai fait de nombreuses recherches et compagnie pour trouver le modèle parfait que je voulais tricoter d'elle. Je me suis dit en plus je vais en profiter pour pouvoir prendre la laine du modèle, de la vraie laine à jacquard. Voilà, je vous avais présenté ça une fois où j'avais réussi à mettre toutes les différentes pelotes sur les mains. Et donc c'est ce modèle là que je souhaite faire, mais pas totalement dans ces couleurs. Puisque là, on est sur une sorte de violet sur le bas, et moi j'ai décidé de le faire en noir. Et sur le yoke, je vais faire des mini modifs, quoi. Voilà. Donc la laine du modèle, je l'ai même pas là d'ailleurs, c'est la Spindrift de Jamisons of Shetland, de la laine à jacquard, un peu rustique. Je ne suis pas sensible, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et du coup, comme je souhaitais me lancer dans ce modèle, je me suis dit, bah, je vais faire l'échantillon. C'est quelque chose de classique, mais voilà, je vous dis tout ça de manière très, très posée, avant d'arriver à l'énorme drame. Donc, c'est un échantillon, enfin, il y a 2 échantillons qui sont indiqués. Il y a l'échantillon de la partie unie, et l'échantillon de la partie jacquard. Et donc les échantillons demandés, c'est des échantillons hyper sympas pour quelqu'un comme moi, puisqu'il faut 29 mailles. Je vous parle pas du nombre de rangs pour le moment, du nombre de tours. 29 mailles en 3,25 pour la partie jacquard et 29 mailles en 2,75 pour la partie unie. Moi, avoir 29 mailles. Voilà, c'est-à-dire que même avoir 26 mailles, donc là, la Spindrift, c'est un équivalent fingering, je crois qu'il y a 105 mètres pour 25 grammes, les pelotes sont 25 grammes. Voilà, donc on n'est pas sur du 400 mètres, mais plutôt sur du 420 pour 100 grammes, donc c'est un petit peu plus fin que de la fingering, pas au point d'être de la light fingering. Mais voilà, enfin c'est quand même c'est quand même compliqué. Enfin, je tricote hyper lâche.
plus le temps passe et plus je tricote lâche et plus j'ai des difficultés à avoir des échantillons. Si on me demande d'avoir un échantillon de 20 mailles, je l'ai sans problème avec de la fingering. Si j'ai besoin d'utiliser de la sport, je sais que moi il faut que j'utilise de la fingering pour avoir le bon échantillon. Si on me demande d'utiliser de la decay, je vais voir vers de la sport, voire même vers de la fingering. Là la dernière fois il fallait que je fasse un tricot en decay, je l'ai fait en sport et il a même fallu que je baisse en numéro d'aiguille tellement mon échantillon était encore, j'avais encore trop peu de mailles pour l'échantillon demandé. Donc voilà, ça commence à être très problématique. J'ai eu des soucis cet été avec le haut en coton que j'avais fait, avec la belle de Drops. Voilà. Et le souci, ça vient de quoi? Ça vient principalement de la méthode continentale, parce que quand je tricote en rond, je tricote que des mailles endroits et je les tricote qu'en méthode continentale. Si je tricote un gilet en revanche, je tricote mes mailles endroits en méthode continentale et je tricote mes mailles envers avec ma main droite. Et du coup, quand je tricote avec ma main droite, je tricote plus serré en fait. Enfin, j'ai envie de dire, je tricote normalement. Donc, quand je fais un gilet, j'ai pas trop de soucis de tension, mais quand je tricote un pull, c'est de pire en pire. Ça devient catastrophique. Enfin, vraiment. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai fait hier 2 échantillons. Alors, je ne les ai pas encore bloqués. Mais je voulais quand même, enfin justement je voulais vous montrer avant le blocage ce que ça donnait, parce qu'une fois que ce sera au blocage, ce sera encore moins joli, parce que là c'est quand même pas très beau non plus. Mais j'ai fait des échantillons en rond. Donc je fais des échantillons en rond puisque j'ai un énorme souci de tension, comme je vous l'ai expliqué, entre quand je tricote en rond, quand je tricote en aller-retour, puisque j'utilise pas la même méthode. Je déteste faire des échantillons, mais je déteste encore plus faire des échantillons en rond. J'ai l'impression de faire du Magic Loop, et je déteste le Magic Loop. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Derrière, en fait quand je tricote un échantillon, j'ai l'impression de tricoter pour rien, alors que je sais à quoi ça sert et compagnie, mais alors que quand je tricote un pull, ça me dérange pas. L'action est la même, je tricote des mailles, voilà, je tricote des mailles, mais l'échantillon, ça me sort des yeux. Et du coup, j'ai commencé à faire un échantillon en 2,75, donc comme ce qui était demandé. Et je suis pas sûre que la Spindrift bouge énormément au blocage. Ma copine Hélène de la case avant me disait que c'était une laine qui gonflait, mais qui ne s'élargissait pas, mais juste le fil gonfle quoi. Donc voilà, mais de toute façon, ça m'empêchera pas de bloquer mes échantillons et tout ça. Mais je suis partie en 2,75, je devais avoir style 20 mailles. L'objectif est d'avoir du 29 mailles. Eux, ils l'ont en 2,75. Moi, je tricote très lâche. Je sais pas pourquoi j'ai commencé du coup par tricoter en 2,75. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un méga problème. Au niveau des aiguilles circulaires, j'ai des aiguilles. Parce que mon kit Yaya commence en 2,75. Oui, mais pour les gens comme moi, hein, comment on fait? Il faut un autre kit. Hein. Je pense à ma copine Christelle qui s'est acheté un petit kit chez Ogu avec des petites aiguilles. Et elle a entièrement raison parce qu'on est totalement pareil sur ça, sur beaucoup de choses d'ailleurs. On se ressemble beaucoup sur beaucoup de choses, on a beaucoup de points communs. Mais sur ça, c'est vrai que je connais personne d'autre qui rencontre les mêmes soucis que moi. Et en plus, on s'est retrouvés hier soir à faire nos échantillons en même temps et du coup à pouvoir râler en même temps. Voilà, et du coup on se comprend parce qu'on est catastrophé. Donc j'ai regardé, j'avais des aiguilles 2 ou des aiguilles 2,5. Les aiguilles 2, je les ai depuis que je tricote des chaussettes. Ouf, heureusement que je les ai. Et donc je suis partie avec ces aiguilles 2. Donc j'ai fait un premier échantillon en méthode continentale. Qui me paraissait pas top, je vous en parlerai après. Et du coup après je me suis rappelé que je crois que c'est Annelise de La Folie dans les idées qui m'avait dit ça. Je crois, je sais plus. Mais c'est vrai que moi je suis du style, vous me connaissez maintenant, je suis du style à foncer. J'ai comme si j'avais tout le temps la tête, je suis tout le temps à fond dans mon truc et tout. Alors c'est très bien, du coup ça avance et compagnie. Mais il y a des fois où ce serait bien que j'arrive à sortir la tête de l'eau et prendre du recul. Et je me rends compte notamment quand vous me donnez des conseils, style la dernière fois sur le t-shirt à manches longues de ma fille où je vous dis les manches sont trop courtes et vous avez été super nombreuses à me dire tu peux rajouter un bracelet de manches.
ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'étais tellement dans le truc que j'ai même pas réagi en me disant, bah bien sûr que oui, je peux faire ça. Et du coup, j'ai expliqué mon souci de tension, et donc je pense que il me semble que c'est Alice qui me disait, dans ces cas-là, puisque quand tu tricotes en aller-retour, ta main droite vient bien euh, remettre ta tension, pourquoi est-ce que tu ne tricoterais pas en rond avec ta main droite? Déjà, un, j'y avais pas pensé, et puis deux, vu le temps que je mets à tricoter en rond en méthode continentale par rapport à ma main droite, sachant, enfin, au final, je ferai mon tube de jersey en rond 2 fois, voire 3 fois plus vite en méthode continentale qu'avec ma main droite. Et je suis quelqu'un qui a tricoté de nombreuses années avec sa main droite. Très nombreuses années, je tricote depuis un sacré paquet d'années. Et j'ai découvert la méthode continentale seulement depuis 2 ans, hein. Enfin, donc voilà. Mais je gagne en vitesse, je gagne en vitesse, je gagne en vitesse. Et plus je gagne en vitesse, et plus mon tricot est lâche. Mais j'ai quand même fait un échantillon avec ma main droite parce que j'étais désespérée. J'ai la laine. Pour la première fois, j'ai de la laine de jacquard. J'adore le jacquard. C'est la première fois que j'ai ça. Je ne peux pas la tricoter en méthode continentale parce que je tricote trop lâche. Je vais pas acheter ma laine. Enfin, non, c'est hors de question. Je veux l'utiliser et donc, bah, tant pis. Ça passera effectivement peut-être par cette main droite. Alors, je vous montre ma petite histoire. Mon tableau des horreurs, puisque un échantillon rond, c'est pas beau. Donc là en bas, c'est tricoté en deux en méthode continentale, et là en haut, c'est tricoté en deux avec la main droite. Voilà, j'essaie de tourner pour vous montrer. Voilà, vous voyez bien les trous au travers. Et alors là, alors c'est vrai que la couleur, enfin, tout est saturé, mais alors là, vous voyez totalement le rendu malgré tout. Donc forcément en haut c'est un peu plus cartonneux qu'en bas, en haut ça se tient mieux qu'en bas, et en haut l'échantillon est mieux qu'en bas, sauf qu'il faut tricoter avec sa main droite. Et du coup ça prend du temps, et puis moi j'ai la main droite fragile aussi, et du coup ça me fait un peu plus mal de tricoter comme ça. Mais c'est hallucinant, c'est quand même hallucinant. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cet exercice là en fait. Et surtout que j'aime pas les échantillons, donc je m'amusais pas à le faire. Là, je suis avant blocage, je suis à 23 mailles, 23-24 mailles pour 10 cm. Ici, je dois être à 30. Et il me faut 29. Voilà. Donc, je verrai après blocage, je mesurerai mieux. Mais bon, si j'obtiens l'échantillon qu'il faut en aiguille 2 avec la main droite, ça veut quand même dire qu'au final, je serai peut-être plus lâche que ce que je pensais avec la main droite. Mais bon. Après, il y a aussi le fait, enfin, mon objectif c'était pas non plus de me retrouver pile avec 29 mailles, le tout, c'est d'avoir un beau rendu au niveau de l'échantillon. Et si jamais ça diffère d'une, 2 ou 3 mailles, et ben je recalcule la taille que j'ai à tricoter, hein. Enfin, ça c'est pas un souci. Mais bon, c'est quand même assez flagrant. Donc je verrai après le blocage, je remesurerai. Et enfin oui, je remesurerai. Et puis je verrai le rendu. Si le haut est trop cartonneux, bah il faudra peut-être faire un échantillon de 25. Et dans ces cas-là, comme j'ai pas de 25, je pense que j'achèterai direct des yayas. Parce que mes deux là, c'est pas des yayas. Et j'ai du mal. Je suis trop habituée maintenant au yaya sharp. Et ce sera déjà, pour moi, ça montrera déjà beaucoup de fluidité de tricoter avec ma main droite pour faire quand même pas mal de centimètres. Donc si en plus de ça j'ai pas le matériel qu'il faut, ça va être bon, ça va m'agacer quoi. En résumé, voilà du coup pour le futur projet. Sinon, donc au niveau du Knit-Teach, il y a eu les résultats du premier match hier. Donc comme vous le savez sûrement, je suis dans l'équipe Serre d'Aigle. J'ai aussi participé au Knit-Teach l'année dernière dans la maison Serre d'Aigle. Et donc hier, nous avons gagné contre Gryffondor. Alors, enfin voilà, on est toujours dans la bonne ambiance et compagnie, mais d'avoir vécu la défaite de l'année dernière, c'est cool en fait d'avoir réussi à gagner ce match. Rien n'est joué. Voilà, enfin rien n'est joué, on sait que d'un match à un autre tout peut changer. En tout cas, je voulais remercier du coup la maison Serdac
pour les métrages rentrés, les métrages faits, les fiches bien remplies, enfin tout ça, et pour la bonne ambiance aussi qu'il y a dans notre salle commune. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc on va continuer la semaine prochaine à bien tricoter et compagnie. Et moi, du coup, à ressortir pouf fil d'art pour pouvoir faire du métrage. Et le dernier truc dont je voulais vous parler sur la partie tricot, c'est nouveauté dans le stash. Donc, en... c'est lié en fait au concours que j'organise. Il y a la marque Une Louve dans les bois qui a offert un écheveau à l'une d'entre vous. Voilà, et donc elle m'a aussi envoyé un écheveau pour moi, voilà, en cadeau, ce qui est super sympa. Je pense que vous devinez tout de suite la couleur, hein. C'est un beau vert. Donc c'est un coloris qui s'appelle Morito. Il est, euh, il est assez flashy. J'ai envie de me diriger justement un peu plus vers les couleurs flashy pour les châles. Euh, voilà, je pense que c'est à force de voir Sonia des petites Normandes avec ses couleurs fluo et tout, où ça m'a donné envie de mettre un petit peu de peps. Alors, je dis pas que je vais me transformer en Steven West, mais de temps en temps, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, vu la couleur, je me disais que l'idéal, ce serait de faire un châle avec un écheveau. Comme ça, ce serait bien mis en valeur. Donc là, c'est une composition 75% mérino et 25% nylon, et je trouve ça très doux comme base. Voilà, donc très 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 jolie couleur. Donc, merci, merci, merci. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie tricot. On passe à la partie lecture et donc je lève le voile vers l'auteur dont je vous parlais. Donc je vous disais la dernière fois que j'avais commandé un livre que j'étais embêtée en fait parce qu'il y avait une auteure que j'aimais beaucoup qui avait sorti des livres, j'en avais déjà lu un que j'avais beaucoup aimé et que ce livre n'existait plus neuf et je vais pas totalement revenir dessus, mais en gros, j'aime bien acheter mes livres et j'aime bien les acheter neufs. Et du coup, le souci que j'avais, c'est que comment je pouvais faire quoi. Et en fait, ce livre-là, le livre dont je vous parle, c'est un livre que j'avais. Voilà, parce que comme j'ai lu, je l'avais, puisque je suis comme ça. Et en fait, je l'ai prêté. Et en fait, j'en avais même deux de cet auteur. Et les deux, je les ai prêtés et je ne les ai jamais revus. En fait, je les ai prêtés et peu de temps après, on a perdu contact. Enfin, j'ai perdu contact avec la personne. Alors, mes livres, c'est sacré, donc c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prête trop mes livres. Depuis cet épisode, je pense que je les prête encore moins. Surtout que du coup, maintenant, je me retrouve à être embêtée puisque le livre n'existe plus. Et en fait, c'était le premier d'une série et j'avais jamais lu les autres livres de la série, mais le premier m'avait beaucoup aimé et me parlait énormément. Voilà, et comme je vous disais, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que j'ai lu beaucoup de livres et je vais vous parler des livres que j'ai lus, mais voilà, de façon assez rapide. Donc, l'auteur, c'est Andrea H. Schaap. Voilà, et donc ce fameux livre, c'est le premier donc là c'est le cycle des Glorias, et c'est le premier, la parabole du tueur. Donc, en résumé, la fameuse Gloria, c'est une mathématicienne. Elle résout, en tout cas dans ce premier tome, elle résout avec quelqu'un du FBI. Et donc dans cette histoire, elle résout une histoire de meurtre en série en utilisant les mathématiques parce qu'elle va... En fait, elle prévoit l'endroit où le tueur va aller grâce à des modèles et tout ça. Donc ça me parle totalement. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais très envie de le relire et de lire la suite. Parce que voilà, c'est peut-être le roman policier qui me correspondrait le plus. Enfin, ça me parle. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette auteure. Et puis j'ai été voir ce qu'elle faisait d'autre. Et j'aime tout. Enfin, sauf à une exception près. Mais j'aime presque tout. Mais voilà, et je trouve elle est peu connue, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Déjà, le fait que ce livre il soit pas réédité, alors que quoi, une mathématicienne quoi, mince, hein. Après on dit ah les maths, bah oui, mais si quand il y a un livre qui parle de maths, il est pas réédité, ça va pas aider. Et puis c'est vrai, enfin, en fait là j'ai, je sais pas, 5, je dois avoir pas loin de 20 livres.
5, 10, 16. J'ai 16 livres là, plus celui-là, donc qui est un livre qui comporte 4 histoires. Je pense que j'en ai plus que dans les dernières FNAC où j'ai été. Et pourtant, j'ai pas tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc après, si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'avez pas besoin d'avoir... Déjà, enfin, des livres, si on ne les trouve pas en librairie, ou parce que je vous parle d'une FNAC, je vous parle même pas de la petite librairie du coin, où il y aura certainement moins de choix pour X raisons, mais voilà. Du coup, bah, ça veut dire qu'il faut les commander, ou alors en bibliothèque, enfin bref, d'occasion, il y a 50 000 autres façons de les avoir. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Si moi on me demande quel est mon auteur préféré, je dirais d'abord Agatha Christie, je pense, mais elle arriverait en deuxième position. Et selon mes humeurs, ça se trouve elle-même arriverait en première position, je ne sais pas. Alors, du coup, je voulais vous parler des livres que j'avais et que j'avais lus. Donc déjà, Andrea Japp, je dis toujours le H, mais je ne sais pas si ça se prononce. C'est une Française et c'est un pseudo. Et donc Andrea Japp, c'est une romancière, mais aussi une scientifique connue. Donc elle a de multiples diplômes, mais d'après ce que j'avais lu, c'est une chercheuse et tout. Donc ce qui peut expliquer la précision de certains points dans ses livres. Et c'est pas des livres à l'eau de rose. Alors, il y a certains auteurs que j'ai un peu de mal à lire, comme Chatham. J'en ai lu qu'un, mais je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais c'était trop pour moi. Il y avait trop de détails, c'était trop cru, trop tout ce qu'on veut. Elle, ça l'est un peu, mais je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça passe en fait. Ça ne me gêne pas de le lire, je n'en fais pas des cauchemars, Enfin bref, voilà, ça... Je suis pas choquée, voilà, ça passe. Alors, donc, il y a... Donc le cycle des Glorias, donc comme je vous dis, pour l'instant je n'ai lu que le premier, mais je vais le relire. La parabole du tueur, et puis ensuite voilà, il y a la suite, donc autour de cette mathématicienne qui a l'air de faire de beaux modèles mathématiques et statistiques. Donc ça c'est la série des Glorias. Alors sinon il y a cette série de Hélène Baronne, voilà, avec premier tome De l'autre le chasseur, le deuxième Un violent désir de paix, et le dernier Sans premier. C'est pareil, je les ai beaucoup aimés, je les ai trouvés très prenants. Il faut arriver à les lire. Si je vous lis juste le tout début du premier, donc c'est écrit. Elle l'a aimé, il a tué ses parents, il l'a choisi repoussant toujours au lendemain un crime trop sûrement sauvage, puis il a disparu, la laissant échouer là vivante, ou plutôt en sursis une proie. Épouser un tueur en série, qui aurait pu penser ça, de la jolie Hélène Baronne, héritière d'une des plus anciennes familles de Boston, etc. Voilà, donc ça met un peu ça met un peu le décor, quoi. Mais c'est prenant, enfin, j'avais beaucoup aimé cette série, enfin, j'avais eu du mal à les lâcher. Alors, il y a aussi la série Diane Silver, oui, je crois que j'ai toute la série pour celui-là. Alors, le premier c'est Dans la tête, le venin. Le deuxième c'est Une ombre plus pâle. Et le dernier, La mort simplement. Non, j'ai quand même un doute, sur le fait de tous les avoir. Voilà, et c'est encore une fois des histoires de tueurs en série. Souvent, enfin là, dans ce livre-là, mais c'est la même chose que dans le cycle des Glorias, l'héroïne, elle est... comment dire, elle n'a pas une vie de princesse toute rose, quoi. Elle a des blessures, elle a des... Enfin, voilà, il y a des trucs dans sa vie qui ont fait que maintenant elle est comme ça, et voilà, c'est pas des personnages principaux qu'on adore tout de suite, enfin ils sont attachants, mais on sait qu'ils ont des défauts, on sait qu'il y a des choses qui sont
pas, enfin, choquantes ou qui sont très éloignées d'une vie très saine, on va dire, mais ça les rend vraiment attachants et puis ça peut permettre de comprendre certaines choses. Enfin, il y a vraiment un aspect psychologique en fait dans ces livres que j'ai bien aimé. Et là pour l'instant, ce que je vous dis, c'est vraiment des livres que j'ai trouvé, des séries que j'ai trouvé très différentes. Alors, après, encore une série différente. Alors là, je sais que j'en ai que deux, alors qu'il y en a trois. C'est Les Cinq Filles. Donc, c'est une série plus légère. Je vais pas dire que ça fait style Agatha Raisin parce qu'elles sont cinq. Hein. Mais voilà, c'est plus léger. J'avais bien aimé, mais j'en avais pas raffolé non plus. Voilà, c'était sympa à lire, hein, mais j'ai pas acheté trois. Voilà. Ensuite, deux petits livres comme ça, avant de passer à totalement autre chose chez elle, deux petits livres comme ça, La Bostonienne, qui est sorti donc dans l'édition Le Masque, et je crois que c'est l'un de ses tout premiers, il a eu le prix du roman policier du Festival de Cognac en 91, alors que la série dont je vous ai parlé au début, la série des Glorias, c'est des livres de 96. Donc je crois que c'est l'un de ses tout premiers qui faisait assez Agatha Christie, de mémoire. Et celui-là, La Saison Barbare, dont je ne me rappelle plus. Dont je me rappelle plus, mais que j'avais certainement aimé aussi. Et alors après, je passe à une. Enfin, toujours elle, mais totalement autre chose, parce qu'en fait, ces derniers temps, elle s'est plutôt lancée dans les romans historiques. Et certains ne la connaissent peut-être que comme ça, d'ailleurs. Parce que là, pour le coup, ces livres-là, on les voyait beaucoup. Je vous dis ça, le tome 1, il a été édité en 2006, donc ça commence à dater. Hein. Alors moi j'ai pas voulu lire ça tout de suite parce que je savais pas si j'adhérerais vraiment. Ça se passe en 1304, c'est pas la période de l'histoire que j'aime le plus. Et puis je sais plus pourquoi, c'était certainement à me donner où j'étais enceinte. J'ai dû me laisser tenter et en fait j'ai dévoré les quatre donc de la série La Dame sans terre. Voilà, 2, 3 et le 4. Oui, on est d'accord, ça aurait été bien que le premier ait la même couverture que les trois autres, mais tant pis. Voilà, je peux pas vous en dire davantage, je sais juste que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si c'était pas une période qui m'enchantait au début, mais on est vite pris dans le truc en fait, ça devient même prenant. J'ai lu les 4 d'affilée, enfin vraiment j'avais beaucoup aimé. Et en fait elle a fait d'autres séries historiques. Et elle a fait aussi, enfin elle en a fait d'autres, mais moi je me suis arrêtée après ça, Les Mystères de Druon de Brévaux. Je sais plus quel est le premier, quel est le deuxième. Mais là, par contre, j'ai lâché. Là, ça ne m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus, ça se passait quasiment dans la même période, ça m'a gênée en fait, enfin, ça m'a gênée. Alors, je me doute que ça demande beaucoup, 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 beaucoup de recherche, ce style de livre. Mais j'avais l'impression que elle avait fait une fois pour toutes ses recherches et que ça a été alimenté 4 tomes de La Dame sans terre, puis plusieurs tomes de cette série-là, et puis il y en a d'autres. Voilà, et c'est ce côté-là qui m'a gênée. Alors autant j'avais lu les Ken Follett, les trois Ken Follett de la trilogie du siècle, où du coup dans un livre on a tellement de références historiques que c'est hallucinant sur plusieurs pays, etc. Et il y a 3 livres. Donc je trouvais que, enfin pour des livres comme ça, mais le boulot derrière, ça me paraît, je suis pas du tout histoire, et ça me paraît hallucinant le boulot demandé. Et, et en fait, c'est des livres que j'ai lus à peu près dans les mêmes périodes. Et ça m'a gênée en fait que d'un côté, il y ait Ken Follett qui ait fait ça et avec des livres très riches. Enfin, bon, peut-être que les historiens, il y a peut-être des choses qui les choquent, mais moi pas. Et voilà, enfin, je trouvais que c'était enfin voilà, j'avais beaucoup beaucoup aimé, beaucoup accroché, ça demandait beaucoup de boulot, ça se voyait. Et là, ce qui m'a gênée, c'est qu'elle est restée sur une période, elle a bien travaillé sur sa période, mais derrière, eh ben, il en a découlé beaucoup de livres, et pour moi, le sujet était un peu, enfin je vais pas dire épuisé, mais elle ressortait un truc qu'elle avait déjà fait, et voilà, donc ça m'a gênée.
Voilà, mais sinon, mis à part cette série-là, les autres, vraiment, je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas si elle va continuer encore donc, dans ses romans historiques ou s'il y a d'autres séries qui sortent. Mais en attendant, bah, voilà, je vais lire cette série des Gloria que j'avais pas lue entièrement. Et je vous en reparlerai de toute façon. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet auteur aussi ou pas, ou si du coup ça vous donne envie de la découvrir. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine et bah, bon tricot, bonne couture, bonne activité créative et puis à mercredi prochain.